Sous la poussière rouge du Sahel, un grondement s'est levé, discret, tenace, presque sacré. On affirmait qu'aucune structure ne pouvait surgir des ruines, que la misère ne savait pas bâtir. Mais Ibrahim Traoré a vu dans le caoutchouc brûler non pas un rebut, mais la matière d'un réveil. Et tandis que les enfants riaient sur le pont noir de pneus, la terre de Burkina Faso, autrefois meurtrie, s'est mise à respirer. C'est l'histoire d'un peuple qui, à force de poussière et de courage, transforme le déchet en dignité. Le monde observait sans comprendre. Comment un pont, né de pneus brûlés, pouvait-il devenir symbole national ? Pourtant, au cœur du Burkina Faso, chaque pas posé sur ce caoutchouc recyclé racontait autre chose. La promesse d'un avenir forgé par ses propres mains. Ibrahim Traoré n'avait pas promis la richesse, mais la souveraineté. Il n'avait pas offert des miracles, mais des outils. Dans un pays trop souvent défini par ce qu'il manque, il osa dire « Et si ce que nous avons déjà suffisait ?» L'enjeu dépassait la technique. C'était une bataille pour la dignité, pour prouver que la pauvreté n'est pas absence de ressources, mais absence de regard. Chaque boulon serré, chaque planche de caoutchouc fixée au fleuve devenait acte de foi. Et à mesure que le pont prenait forme, une idée s'imposait. Si un peuple peut transformer ses déchets en fondations, alors plus rien n'est perdu. Le premier pont fut achevé en 3 mois. 3 mois d'un travail acharné où les ingénieurs, les étudiants et les soldats du Burkina Faso transformèrent des montagnes de pneus abandonnés en arches solides traversant la rivière Tval. Ce fut la révélation silencieuse. Aucun ruban coupé, aucune caméra invitée, seulement la chaleur, l'odeur du caoutchouc fondu et la fierté muette de ceux qui construisaient. Les médias arrivèrent trop tard. Quand les caméras africaines filmèrent enfin, les villageois traversaient déjà, les enfants riaient au-dessus de l'eau et les marchés reprenaient vie. Ce n'était plus un projet d'ingénierie, c'était une déclaration. Le Burkina Faso pouvait se reconstruire seul. Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, avait défié les dogmes économiques. Là où d'autres pays contractèrent des dettes, lui réutilisait l'abandon. Ces mots résonnaient « Nous bâtirons la dignité à partir de nos ruines ». Ce jour-là, la notion même de développement changea de sens. À l'ouest, on le traitait d'idéaliste. À l'intérieur, il devenait symbole. Pour la première fois depuis des décennies, le Sahel vibrait non pas sous les armes, mais sous les marteaux. Les agriculteurs passaient, les étudiants filmaient, les femmes vendaient sur le pont. Le monde découvrit, médusé, que le mot Burkina signifiait vraiment intègre. Ce n'était plus une devise, c'était une pratique. Et derrière cette œuvre de pneus fondus se cachait une leçon plus vaste. La souveraineté n'a pas besoin d'approbation étrangère pour exister. Sous le soleil écrasant du Sahel, les reflets du pont noir semblaient annoncer une ère nouvelle, une Afrique qui ne quémande plus, mais invente. Son nom était Issaka. Petit agriculteur de la rive nord, il avait passé la moitié de sa vie à attendre la saison sèche pour traverser la rivière. Chaque crue emportait son bétail, parfois ses voisins. Le jour où le pont de pneus s'ouvrit, il prit la main de sa fille et marcha incrédule sur la passerelle sombre. À mi-chemin, il s'arrêta et murmura « Maintenant, c'est nous qui relions ». Cette phrase fit le tour du pays. Les médias burkinabés la répétèrent comme une prière. Dans les villages, on la peignit sur les murs des écoles. C'était la preuve que ce projet touchait l'âme du peuple plus que son économie. Autour du pont, les marchés renaissaient. Les femmes vendaient à nouveau du maïs. Les enfants portèrent leurs cahiers sans craindre la rivière. Les camions circulaient. Ce n'était pas la richesse, mais la circulation de la vie. Et dans les yeux d'Isaka, Ibrahim Traoré devint moins un président qu'un ouvrier parmi d'autres, un homme qui avait prouvé que gouverner, c'est construire. L'impact était immédiat. Dans les zones rurales, les coopératives de recyclage naissaient. Les universités lançaient des programmes de génie écologique. Le Burkina Faso, longtemps synonyme d'attente, devenait synonyme d'action. Chaque pont qui suivit porta un nom de village. Pas de ministre. Et c'est peut-être là que réside la révolution, dans la discrétion d'un peuple qui apprend à se relever sans tambour. Tout commença par un ordre simple, griffonné à l'encre sur un papier jauni. Rassembler tout ce que le monde ne veut plus.
De cette phrase d'Ibrahim Traoré naquit une chaîne d'action que personne n'avait prévue. Les soldats troquèrent leurs armes contre des gants, les ingénieurs ressortirent leurs outils rouillés, les étudiants arrivèrent avec leurs carnets et leurs idées. Dans la chaleur étouffante de Ouagadougou, les premiers camions de pneus usés quittèrent les dépotoirs pour rejoindre le fleuve. Le déclencheur était posé. Très vite, la nouvelle se propagea. À Koudougou, à Kaya, à Bobo-Dioulasso. Les jeunes s'organisaient en brigades volontaires, fondaient, coupaient, assemblaient. Les radios locales diffusaient les consignes de sécurité. Les maires envoyaient du bois, des clous, de la nourriture. Le pays entier s'était transformé en atelier. Puis vint le moment du haut de vague. Les premiers ponts tinrent bon. Les camions passèrent, les rires fusèrent, les journalistes arrivèrent trop tard. Ce qu'ils filmèrent n'était plus un chantier, mais un peuple en marche. Sur les réseaux, les vidéos d'enfants traversant les ponts firent le tour du continent. Les tags « Pont de la dignité » et « Traoré Challenge » devinrent viraux. À Paris, à Washington, à Pékin, les chancelleries observaient, perplexes. Comment un pays sans acier ni pétrole pouvait-il capter ainsi l'imaginaire collectif ? Les think tanks parlaient de « effet Burkina ». Certains y voyaient un risque géopolitique, d'autres un modèle à étudier. Traoré, lui, restait silencieux. Il refusait les interviews, laissant les images parler. Lorsque la vague retomba, le pays n'était plus le même. Des centaines de villages avaient retrouvé la route du marché. Des écoles, des dispensaires, des lieux de culte réapparaissaient autour des ponts. Le fleuve, jadis frontière, devenait trait d'union. Dans les semaines suivantes, une autre transformation s'amorça, celle des mentalités. Les Burkinabés comprirent qu'ils pouvaient bâtir sans attendre. Les mots aide et donateur perdirent leur magie. La dignité, redevenue tangible, se mesurait au bruit des marteaux, au souffle collectif, au chant des femmes au crépuscule. Ce fut la décantation du mouvement, un calme nouveau né de l'effort partagé. Et dans ce silence retrouvé, le monde découvrit que la plus grande révolution du Sahel ne tenait pas dans un cri, mais dans le son discret d'un pont qui tient. Les chiffres, d'abord timides, commencèrent à parler. En moins de 6 mois, 47 ponts de pneus recyclés furent construits à travers le Burkina Faso, reliant plus de 120 villages isolés. 3 millions de pneus usés furent réutilisés, une économie circulaire d'une ampleur inédite pour un pays du Sahel. La Banque mondiale estima une réduction de 28% des coûts logistiques régionaux, tandis que les temps de trajets ruraux diminuèrent en moyenne de 40%. Ces données, vérifiées par des observateurs indépendants, ne pouvaient plus être ignorées. Mais au-delà des statistiques, le changement se voyait à l'œil nu. Là où les marchés s'éteignaient au crépuscule, la lumière solaire installée autour des ponts prolongeait désormais les activités. Les recettes locales augmentaient de 17%, les inscriptions scolaires de 22%. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient pas des trophées, ils représentaient des vies reconnectées. Chaque pourcentage, disait-il, correspond à un enfant qui n'a plus à nager pour apprendre. Le gouvernement lança alors un programme baptisé ZACA, le renouveau par la matière. Les universités reçurent des fonds pour transformer d'autres déchets, plastique, métaux, verre, en infrastructures rurales. Les coopératives féminines obtinrent des contrats publics pour la maintenance des ponts, assurant près de 4000 emplois directs. L'impact environnemental, lui aussi, était mesurable. 85 000 tonnes de déchets évités, 12% de baisse de pollution dans les zones riveraines. Le pays tout entier semblait respirer mieux. Les économistes africains parlaient d'un miracle pragmatique, ni utopie, ni miracle divin, mais la simple application du bon sens communautaire. Et pourtant, ces succès soulevaient une question. Que se passerait-il si ce modèle s'étendait au-delà des frontières ? Les experts étrangers calculaient déjà si 10 pays du Sahel adoptaient le programme, mais le popular programme, 400 000 emplois pourraient être créés en 5 ans. Mais les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne suffisaient plus à raconter la portée humaine, car ce que les statistiques ne mesurent pas, c'est le moment où un peuple cesse d'attendre. Et dans ce moment précis, entre la donnée et la dignité, Ibrahim Traoré sut que le Burkina venait de franchir un seuil irréversible, celui où l'arithmétique cède la place à la conscience. Les critiques n'avaient pas disparu. Certains économistes occidentaux parlaient d'un populisme technique, d'une illusion romantique,
voué à s'effondrer dès la première saison des pluies. D'autres, plus cyniques, prédisaient que les ponts de pneus se fissureraient avant même de changer une vie. Leur argument paraissait solide. Le caoutchouc se dilate, se déforme, se consume. Le symbole, disait-il, ne tiendra pas face au climat. Mais les faits les contredirent. Après un an, les structures demeuraient intactes. Des équipes universitaires burkinabées publièrent des rapports de résistance, flexion maximale de 18%, taux d'usure inférieur à celui de certains matériaux importés. Les ponts, enduits d'un mélange de sable et de résine locale, se renforçaient avec la chaleur. Les ingénieurs français eux-mêmes, invités à observer, admiraient la solidité du design. Le second argument portait sur la dépendance. Sans aide étrangère, ce modèle s'effondrera. Pourtant, le financement provenait presque exclusivement de micro-coopératives rurales et de fonds souverains. Ibrahim Traoré répondit calmement « Nous ne rejetons pas l'aide, nous refusons la tutelle ». Le troisième doute venait du politique. Certains craignaient que le symbole d'indépendance devienne arme diplomatique. En Europe, on évoquait une doctrine Traoré menaçant l'ordre économique établi. À Washington, des notes confidentielles s'inquiétaient. Et si le Burkina inspirait d'autres nations ? La réponse pourtant n'était pas dans les discours, mais dans les images. Une mère portant ses sacs de mil sur un pont reconstruit valait 1000 graphiques. Un enfant riant sous la pluie sur une passerelle noire réfutait à lui seul toute théorie d'échec. Les critiques parlaient de durabilité. Le peuple, lui, parlait de vie. Et dans ce face-à-face, la logique cédait la place à la foi pratique. Ce que les chiffres avaient prouvé, le cœur venait de consacrer. Nous ne cherchons pas la guerre, nous cherchons la dignité. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une assemblée improvisée, fut le point de bascule. Elle marqua la moitié du récit, l'instant où la reconstruction d'un pont devint celle d'un peuple. Autour de lui, les généraux du Mali et du Niger acquiesçaient. Sous le soleil du Sahel, un nouveau pacte naissait, l'Union du Pan-Sahel. Ce n'était plus un projet d'ingénierie, mais une déclaration de souveraineté régionale. Les chancelleries s'agitèrent, les analystes parlaient d'audace, d'imprudence, de rupture. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, les gens ne discutaient pas de géopolitique, ils construisaient. Les marteaux frappaient, les pneus s'empilaient, et chaque étincelle projetait sur les murs une lumière nouvelle. C'est à ce moment précis que le monde comprit. Le Burkina Faso ne demandait plus d'aide, il proposait un modèle. Un modèle où l'indépendance ne se proclame pas, mais se forge, une vis après l'autre, dans la poussière rouge du Sahel. Les effets se multiplièrent comme des cercles dans l'eau. Pour les nations voisines, le mouvement devint un précédent. Le Ghana lança ses propres projets écoroutes. Le Niger construisit 3 ponts pilotes et le Mali demanda une coopération technique. L'Afrique de l'Ouest se regardait enfin dans un miroir africain non occidental. Les institutions régionales, jadis prudentes, commencèrent à citer le modèle burkinabé dans leurs rapports. Pour les dirigeants nationaux, la révolution changea la grammaire du pouvoir. Au lieu de parler de budget et de prêts, ils parlaient de ressources dormantes et de participation populaire. Ibrahim Traoré, autrefois perçu comme un capitaine téméraire, devint un symbole continental. Son portrait, souvent peint à la main, ornait les marchés, les salles de classe, les casernes. Mais derrière le visage, il y avait un message. Construire, c'est résister. Pour les non-décideurs, agriculteurs, artisans, étudiants, le changement était plus intime. Les revenus ruraux augmentèrent de 15%, les jeunes quittaient moins les villages. Le pont devint espace de vie, marché, concerts, mariages, prières collectives. Les femmes formaient des groupes de microcrédits, transformant les pneus restants en bancs, en pavés, en toitures. L'indépendance prenait forme sous les doigts calleux du quotidien. Pour les acteurs du Kouvuk, observateurs étrangers, investisseurs, ONG, ce fut un choc culturel. Les grandes puissances oscillèrent entre fascination et méfiance. Paris craignait un précédent idéologique. Washington observait sans intervenir. Pékin voyait une opportunité stratégique. Les chancelleries publièrent des notes prudentes. Le Burkina redéfinit la coopération sud-sud. Dans les conférences, on parlait de effet Traoré. La preuve qu'un pays sans capital pouvait créer du capital moral. Mais les conséquences les plus profondes furent invisibles aux satellites. Une confiance retrouvée.
Les écoles rurales vibraient d'une fierté neuve. Les enfants récitaient leurs leçons sous la lumière des lampes solaires fabriquées localement. Le mot possible reprit sens. Dans ce fracas tranquille de marteaux et de prières, la pauvreté perdit sa fatalité. Le Burkina Faso, sans armes ni slogan, venait d'inventer une nouvelle géographie. Celle où les routes de pneus conduisent non seulement vers les marchés, mais vers la dignité. Et dans le silence du soir, alors que les ponts scintillaient sous la lune, le monde comprit que la vraie richesse d'un peuple commence là où il cesse de douter de lui-même. L'histoire du Burkina Faso entra alors dans une phase d'observation. Les diplomates parlaient de stabilité fragile, les économistes d'une expérience à surveiller. Ibrahim Traoré, lui, fixait un cap clair. Transformer la réussite symbolique en modèle reproductible. Les 6 à 12 prochains mois allaient décider du sort du mouvement. Imaginons d'abord le chemin le plus naturel. Le pays consolide ses acquis. Les ponts existants sont entretenus, de nouvelles coopératives de recyclage voient le jour, les universités forment des ingénieurs locaux. Le Burkina se structure lentement en un écosystème autosuffisant. Les tensions extérieures persiste, mais le gouvernement garde le cap de la neutralité active. La stabilité prévaut et le modèle burkinabé devient référence pour les petits États africains. Et si l'avenir prenait une tournure plus ambitieuse, le pacte Pan-Sahel s'élargit. Niger, Mali, Tchad et Guinée rejoignent la coalition. Un fonds commun de développement écologique est créé, financé par les ressources naturelles locales. Le mouvement s'étend, l'Afrique se redéfinit autour d'un principe simple, bâtir ensemble. Les ponts deviennent symbole continental, les exportations de savoir-faire burkinabé explosent. L'Afrique de l'Ouest parle d'une seule voix. Mais il faut aussi envisager l'ombre. Les puissances extérieures réagissent. Sanctions économiques, restrictions logistiques, campagnes médiatiques. Les chaînes d'approvisionnement se tendent, les partenaires hésitent. Le modèle burkinabé s'essouffle sous la pression, non par faute technique, mais politique. Traoré, fidèle à son credo, continue d'appeler à la patience et à l'unité. Le courage, dit-il, n'est pas de bâtir vite, mais de bâtir malgré. Entre ces chemins possibles, une certitude demeure. La conviction qu'un peuple qui s'est déjà relevé ne retombe plus de la même manière. Car dans la poussière rouge du Sahel, la reconstruction n'est plus un projet, c'est un état d'esprit. Dans les rues de Ouagadougou, les histoires se racontaient à voix basse, entre deux rires, deux coups de marteau. Une femme, vendeuse de fruits, expliquait que, avant le pont, elle devait marcher 3 heures pour rejoindre le marché. Aujourd'hui, elle y va en 20 minutes. Un vieil instituteur montrait la photo de ses élèves traversant le pont à vélo. « Regardez, disait-il, c'est la première génération qui ne connaît pas la peur de la rivière. » Ce récit collectif, c'est celui du peuple burkinabé, mais c'est aussi celui de chacun de nous, qui n'a jamais eu à reconstruire quelque chose de brisé, qui n'a jamais douté avant d'agir. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement aux Africains, il parle à tous ceux qui ont perdu la foi dans la possibilité du renouveau. Pour la jeunesse africaine, son message est clair. La souveraineté n'est pas un concept, c'est une habitude. Pour les travailleurs du monde, il rappelle que la dignité se forge dans la poussière, pas dans le confort. Pour les sceptiques, il incarne la preuve qu'un idéal peut devenir méthode. Et pour le spectateur, celui qui regarde cette histoire derrière un écran, la question reste suspendue. Jusqu'où serions-nous capables d'aller si, comme eux, nous décidions de construire avec ce que le monde jette ? Le pont n'est plus au Burkina seulement. Il traverse désormais nos consciences. La révolution du caoutchouc n'était pas un accident, mais une méthode. Pour la prolonger, Ibrahim Traoré présenta une feuille de route en 5 étapes claires. Première étape, bâtir, consolider l'infrastructure existante. Chaque pont devient un centre communautaire, équipé de panneaux solaires, d'ateliers et d'espaces d'apprentissage. L'objectif, 100 nouveaux ponts en 2 ans. Deuxième étape, former. Créer une école panafricaine d'ingénierie populaire à Ouagadougou, ouverte aux étudiants du Sahel. Y enseigner l'art du recyclage, la maintenance et la conception adaptée au climat local. Troisième étape, transmettre, partager le modèle. Les jeunes diplômés deviennent ambassadeurs techniques dans d'autres pays africains. Le Burkina Faso exporte désormais du savoir-faire au lieu d'importer des solutions. Quatrième étape, protéger, institutionnaliser le projet par des lois environnementales et un fonds souverain dédié à la recherche locale. Le but,
éviter que la dépendance financière ne revienne déguisée sous une autre forme. 5e étape, mesurer. Mettre en place un observatoire citoyen pour suivre les progrès. Kilomètres de routes rénovées, emplois créés, émissions réduites, écoles connectées. La réussite ne sera pas proclamée, mais vérifiée. Et dans chaque phase, une même conviction traverse le plan. La dignité n'est durable que lorsqu'elle se quantifie en opportunité. Le soleil tombe sur le Sahel. La poussière dorée danse dans l'air comme une prière. Sur le premier pont de pneus, celui où tout a commencé, des enfants courent, rien, lancent des pierres dans l'eau, leurs éclats de voix résonnent là où jadis tonnaient les fusils. Ibrahim Traoré se tient à distance, sans uniforme, observant la scène. Il ne parle pas, il écoute. Chaque rire est une victoire silencieuse, chaque pas un serment renouvelé. Un vieil homme s'approche, le reconnaît, lui dit doucement « Quand un pont repose sur les pieds du peuple, il ne peut pas tomber ». Cette phrase, simple et brûlante, résume tout. Le pouvoir n'est pas dans le métal ni dans les murs, mais dans la main qui tend la première planche. Et ce jour-là, le Burkina Faso n'était plus seulement un pays, c'était une idée qui marchait. Sous la lumière rouge du soir, le pont semblait respirer, et dans ce souffle, on pouvait entendre le cœur d'un continent battre enfin à son propre rythme. Cette histoire n'est pas un conte, c'est une invitation. Si elle vous a touché, ne la laissez pas se refermer comme un livre. Parlez-en, partagez-la, inspirez quelqu'un à bâtir, même petit, même seul. Chaque idée, chaque geste, chaque main tendue peut être le premier pont d'un monde qui se répare. Ibrahim Traoré a prouvé qu'on peut transformer le rebut en renaissance. Mais le vrai héritage de son acte n'est pas dans les pneus ni dans les chiffres. Il est dans la contagion du courage. Alors, que ce soit à Ouagadougou, à Paris, à Dakar ou à Montréal, regardez autour de vous. Qu'est-ce que le monde a jeté que vous pourriez reconstruire ? Le changement ne commence jamais à l'échelle d'un pays. Il commence à la taille d'un cœur décidé. Si cette vision vous parle, gardez-la vivante. Abonnez-vous, partagez, racontez. Et souvenez-vous, l'histoire de la dignité burkinabé n'appartient pas à un seul homme, mais à tous ceux qui osent encore croire que l'Afrique peut se relever par elle-même.